On connaît tous le cours Belzunce, ne serait-ce que grâce à la chanson Belzunce Breakdown. Mais connaissez-vous les secrets du cours Belzunce? Connaissez-vous son histoire? C'est de cette aventure dont nous allons à présent parler. Il faut imaginer qu'au milieu du XVIIe siècle, Marseille est toujours dans le même espace qu'elle occupait dans l'Antiquité, c'est-à-dire la rive nord du Vieux-Port, dans un triangle compris entre l'église Saint-Laurent, la cathédrale et, grosso modo, le palais de la Bourse. L'espace où nous nous trouvons aujourd'hui était à l'extérieur du rempart, dans les faubourgs. À cette époque, Marseille était réduite vraiment à cet espace au nord du Vieux-Port. C'était un lieu qui était assez tortueux, avec des petites rues, pas beaucoup d'air, pas beaucoup d'espace, aucun arbre. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait rebâtir Marseille. Mais personne n'était d'accord pour savoir qui allait financer tout ça et surtout qui allait décider de ce qu'on allait faire. La solution, elle va venir d'en haut. Après avoir soumis Marseille en 1660, Louis XIV décide de son agrandissement en 1666. C'est ainsi que Marseille va tripler sa superficie en s'étendant au sud côté quai de Rive-Neuve et à l'est vers ce qui est aujourd'hui le cours Belzunce. Alors, ce cours Belzunce, au XVIIIe siècle, il s'appelle tout simplement le cours. Il n'y en a pas d'autre à Marseille. Le nom de Belzunce est donné au milieu du XIXe siècle. En fait, il rend hommage à l'évêque de Marseille, Henri-François-Xavier de Belzunce. Cet évêque était en poste à Marseille au moment de la Grande Peste de 1720-1722. Et contrairement à beaucoup d'autres, il décide de rester à Marseille et d'aider au plus de ses capacités les Marseillais. Pour le récompenser de son dévouement et de son courage, le roi Louis XV le promeut évêque-duc de Laon. Mais Belzunce refuse. Pour lui, sa place est auprès des Marseillais. Il y restera jusqu'à sa mort en 1755. C'est précisément pour commémorer le dévouement de cet évêque exceptionnel que la ville décide de donner son nom au Grand Cours de Marseille. Nous nous trouvons à présent sur le cours Belzunce, plus exactement à l'angle Belzunce et Canebière, et derrière moi vous avez les quelques rares vestiges de ce qu'a pu être le cours Belzunce du temps de sa splendeur. Quand le cours Belzunce est construit, Aix avait déjà son grand cours depuis une dizaine d'années. Alors les Marseillais évidemment veulent un cours encore plus beau que celui d'Aix. Pour ce faire, on fait appel à Pierre Puget d'abord et puis ensuite à son frère Gaspard Puget et à l'architecte Mathieu Portal. Et ils vont dessiner ce grand cours donc qui est un des plus grands d'Europe. Le cours, c'est tout simplement une mode italienne, c'est le corso. C'est un espace dégagé, très ouvert, aéré, généralement planté d'arbres, où on va pouvoir déambuler. On est en Méditerranée, on aime se promener dehors, et justement, le cours Belzunce offre cette possibilité. Mais pour donner un air de grandeur à ce cours, eh bien, on va faire en sorte que tous les immeubles suivent un plan d'ensemble, de telle sorte qu'on ait l'impression d'une succession de palais qui se reproduisent quasiment à l'infini. Le plan est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va trouver en rez-de-chaussée des boutiques, au-dessus un entresol, donc un étage d'un peu plus faible hauteur, au-dessus encore deux grands étages d'habitation, et au-dessus de ces deux étages, un attique, c'est-à-dire un étage
plus petit, encadré par une corniche en bas et une grande corniche en haut, la grande corniche en haut servant à masquer le début du toit depuis la rue. Nous nous trouvons à présent devant le dernier kiosque à fleurs du cours Saint-Louis, juste à côté du cours Belzunce, surnommé L'Aquique. Alors, l'activité des fleuristes, des bouquetières, était traditionnelle au XIXe siècle sur le cours Belzunce. Mais en 1847, la mairie décide de déménager tous les fleuristes de ce côté-ci, côté cours Saint-Louis. On construit 18 pavillons qui sont dessinés par l'architecte marseillais Pascal Coste afin de loger toutes ces bouquetières. L'Aquique, le pavillon qui se trouve juste derrière moi, doit son nom à l'artiste de music-hall marseillaise Gaby Delis. Il faut savoir qu'en 1918, elle avait donné ce surnom à la fleuriste qui tenait ce pavillon-là et le nom est resté au pavillon. En fait, tous les artistes de music-hall qui vont se produire dans la première moitié du XXe siècle vont venir à ce kiosque acheter une rose afin de leur porter chance lors de leur passage sur la mythique scène de l'Alcazar. Alors nous nous trouvons à présent sur ce fameux cours Belzunce. Alors le cours Belzunce au XVIIIe siècle, c'est une des plus belles promenades en Europe. Il faut savoir que ici, tout le monde se presse pour voir et être vu. Au milieu de ce cours Belzunce, en 1725, on construit une fontaine gigantesque, la fontaine des Méduses. Celle-ci va séparer le cours Belzunce en deux moitiés. D'un côté, vers la porte d'Aix, on va avoir le bas du cours, le petit cours, celui où le peuple se presse. Et de l'autre côté, vers le sud et la porte de Rome, on va avoir le grand cours, le haut du cours, c'est-à-dire là où se promènent les aristocrates et les personnes assez fortunées. Alors, au XIXe siècle, le cours Belzunce ne va pas résister à la pression des promoteurs immobiliers et également à la dégradation du bâti. Progressivement, on va détruire certains immeubles, en reconstruire des nouveaux qui ne respectent pas forcément les règles qui avaient été établies au XVIIe siècle. Et toute la rive ouest du cours Belzunce va être rasée en 1937. Sur cet espace totalement dégagé, les projets se succèdent. On pense d'abord faire un grand parc, puis on pense construire des immeubles. Et puis la guerre éclate et les projets ne se réalisent pas. Il faut attendre 1962 pour que soit inauguré le fameux projet Boileau-Labourdette qui a donné son nom aux fameuses tours Labourdette. Il s'agit d'un des rares exemples d'un grand ensemble réalisé en plein centre-ville en France. Nous avons derrière moi 3 tours de 19 étages et une barre de 10 étages. Ces logements ont été très mal accueillis par les Marseillais qui y ont vu une horreur défigurant la ville. Mais les premiers habitants ont été extrêmement heureux d'y vivre puisque pour la première fois en plein centre-ville, on avait tout le confort moderne à disposition. Le regard au fil du temps a évolué et en 2007, ces tours ont été classées par l'État au patrimoine architectural du XXe siècle. Alors nous sommes à présent devant la fameuse porte de l'hôtel de Pesciolini. On peut voir 2 formidables atlantes qui supportent un balcon avec une ferronnerie très ouvragée. Entre ces 2 atlantes, nous avons un œil de bœuf qui repose lui-même sur 2 sphinx. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les 2 colonnes toscanes, la grande corniche et surtout
le trophée d'armes à l'antique qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée. On peut y reconnaître la peau du lion de Némée, la Léontée, donc, dont s'habillait Hercule, et juste derrière, sa massue qui sert de support au casque qui repose dessus. Nous nous trouvons à présent à l'angle Cour-Belzunce, rue Nationale, ancienne rue Dauphine. À cet emplacement se trouvait l'Institut des prêtres de la mission de Provence au XVIIIe siècle. Cet institut est vendu comme bien national pendant la Révolution. À la place, on va avoir une auberge et puis ensuite une station hippomobile qui va permettre de relier Aix en diligence avec 2 départs par jour, un à 4 h du matin et un autre à 14 h. Mais le lieu emblématique où nous nous trouvons, c'est bien entendu celui de l'Alcazar. C'est ici, en effet, en 1857, qu'on construit cette mythique salle de concert. Alors, pourquoi ce nom d'Alcazar? Tout simplement parce qu'on a une décoration de type arabo-andalouse qui donne évidemment son nom à l'établissement. 1500 places, c'est une des plus grandes salles de concert en dehors de Paris. Sur cette scène vont se succéder des artistes qui vont connaître une gloire quasi internationale. On va avoir Fernandel, on va avoir Tino Rossi, on va avoir des tas d'autres encore qui vont prendre leur envol dans cette salle. Pourquoi dans cette salle? Eh bien tout simplement parce que le public marseillais est réputé pour être le plus exigeant de France. Donc on vient rôder son show à l'Alcazar. Si ça marche à Marseille, ça marchera partout ailleurs. La salle de l'Alcazar brûle de fond en comble en 1873. Immédiatement, la salle est rebâtie encore plus belle. La marquise qui se trouve derrière moi a été, elle, construite en 1889, toujours afin de rendre plus monumentale et plus spectaculaire l'entrée de cette salle mythique. L'Alcazar va connaître ses heures de gloire dans la première moitié du XXe siècle. Et progressivement, à partir des années 60, l'arrivée de la télévision va le faire passer de mode. Il ferme malheureusement en 1966 de manière définitive. Mais le site va connaître une histoire extraordinaire puisque en 1997, la mairie de Marseille va décider de construire sur le lieu de la salle une bibliothèque à vocation régionale. Et pour donner un nom à cette bibliothèque, le nom va s'imposer de lui-même, ce sera la bibliothèque de l'Alcazar.